premier de 2 accidents d'avion mortels en seulement 5 mois. De nouveaux développements surprenants dans le vol condamné d'Ethiopian Airlines, qui a tué 157 personnes. Lorsqu'il s'agit du Boeing 737 MAX et des 2 tragiques accidents auxquels il a été impliqué, la question devient souvent pourquoi Boeing a choisi de lancer cette variante en premier lieu. Cela mérite clairement une réponse, mais même si nous en avons une, cela n'expliquera pas toute l'histoire. Maintenant, le plus important à comprendre ici est comment Boeing a réussi à concevoir et certifier un avion avec un système qui aurait dû être l'équivalent d'avoir un petit chaton enfermé dans une cage, mais qui est devenu un tigre en liberté. Restez à l'écoute. J'ai récemment examiné la culture de Boeing et la manière dont elle a dégénéré au cours des dernières décennies, ainsi que les effets que cela a eu sur la relation de l'entreprise avec ses fournisseurs, ses travailleurs et ses clients, et même avec des organismes comme la FAA et la Bureau national de la sécurité des transports. Le MAX-9 cloué au sol a probablement été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Aujourd'hui, je vais examiner comment ce changement culturel dans l'entreprise a également affecté l'ingénierie de Boeing et le développement d'avions, et comment cela est lié aux 2 catastrophes MAX en 2018 et 2019. Mais commençons par comment Boeing a décidé de fabriquer le 737 MAX en premier lieu. Le tout premier Boeing 737 est entré en service il y a longtemps, en 1968. Maintenant, j'ai piloté le 737NG pendant toute ma carrière, que j'ai absolument adoré. Mais malgré ses nombreuses mises à jour et révisions, on ne peut pas contourner le fait que c'est un très vieux jet qui a commencé à transporter des passagers, même avant que Neil Armstrong ne marche sur la Lune. Maintenant, si Boeing avait décidé de mettre fin à la production du 737 avec la famille NG ou Next Generation, le type aurait encore été en production pendant plus de 50 à 52 ans, en faisant une véritable icône de l'aviation avec plus de 10 000 avions construits. Mais au lieu de cela, en août 2011, ils ont décidé de lancer une autre version avec un nouveau moteur, qu'ils ont cette fois décidé d'appeler le 737 MAX. Mais il s'avère que ce n'était pas le premier choix de l'entreprise. Et la raison de cela est liée à une question que beaucoup d'entre vous ont posée. Pourquoi Boeing a-t-il arrêté de fabriquer le 757 mais pas le 737 ? J'ai fait une vidéo sur le sujet, mais en résumé, Boeing n'a pas choisi le 737 au lieu du 757. Au milieu des années 2000, Boeing avait effectivement l'intention de remplacer ces 2 avions par de nouveaux modèles. Le 737 est resté en production un peu plus longtemps parce que Boeing avait encore des commandes pour lui et continuait à en recevoir, alors que ce n'était pas le cas pour le 757. C'est aussi simple que ça. Pendant ce temps, le rival du Boeing 737 était la famille Airbus A320, et dans les années 90, Boeing avait en fait conçu le 737NG, juste pour s'assurer qu'il pouvait concurrencer avec succès la famille Airbus A320, ce que le NG a également fait. Mais Boeing et Airbus savaient tous deux que de nouvelles et meilleures technologies de moteur étaient alors à portée de main avec CFM et Pratt Whitney travaillant sur des conceptions qui seraient capables d'obtenir des gains d'efficacité à 2 chiffres. Cela signifiait donc que les 2 fabricants avaient maintenant un choix à faire. Concevraient-ils un tout nouvel avion pour adapter ces moteurs aussi, ou redessineraient-ils les avions qu'ils avaient déjà? Pour Airbus, le choix était assez simple techniquement. En 2010, l'Airbus A320 n'était en service que depuis environ 22 ans, ce qui signifie qu'il lui restait encore beaucoup de vie, donc une version remotorisée semblait être la voie évidente à suivre. De plus, en plus d'être plus jeune, la famille Airbus A320 a un train d'atterrissage plus haut, ce qui signifie qu'elle est beaucoup plus élevée du sol que la famille 737, lui donnant beaucoup plus d'espace sous ses ailes pour des moteurs de plus grand diamètre. Maintenant, c'est très important car les moteurs plus récents et plus efficaces ont tous un diamètre plus grand pour un ventilateur plus grand qui est nécessaire pour atteindre des taux de contournement plus élevés et ces gains à 2 chiffres dont j'ai parlé précédemment. Pour le Boeing 737, cependant, l'option de remotorisation était beaucoup moins attrayante. Comme je l'ai mentionné, il était bas, près du sol, tout comme son ancêtre, le 727. Et il avait été construit de cette manière afin de faciliter l'embarquement et le débarquement avec des escaliers d'air et aussi pour faciliter la manutention manuelle au sol. Cependant, au fil des années, ce dernier facteur a tout simplement cessé d'être un facteur parce que,
Presque tous les petits aéroports ont enfin obtenu l'équipement nécessaire pour la manutention des bagages. Bien que je sache que de nombreux bagagistes préfèrent toujours la position basse du 737 à celle plus haute de l'Airbus A320, mais cela n'a pas vraiment d'importance. Cette position basse rendait difficile l'installation de plus grands moteurs sur le 737. Boeing avait en fait déjà eu du mal à adapter les premiers CFM56 au 737 classique dans les années 1980, où il avait fallu installer les moteurs plus en avant de l'aile au lieu de dessous, comme sur les 737 originaux. Et même après avoir fait cela, ces moteurs CFM eux-mêmes ont dû être modifiés pour s'adapter au 737. C'est la raison pour laquelle ils ont ce fond notablement plat, ce qui leur donne quelques centimètres supplémentaires de dégagement au sol. Et à cause de cette refonte, plusieurs autres systèmes ont également dû être déplacés à l'intérieur du moteur. Mais même après cela, le diamètre du ventilateur de ces moteurs a dû être rendu plus petit que sur d'autres versions des mêmes moteurs CFM56. Dans les années 90, la famille 737NG a obtenu un CFM56 amélioré avec un diamètre légèrement plus grand, nécessitant davantage de modifications du moteur, des pylônes et d'autres systèmes. Maintenant, les moteurs de l'Airbus A320 avaient encore un diamètre plus grand et un rapport de dérivation plus élevé que ceux du 737NG, mais Boeing a quand même réussi à rendre le NG compétitif avec l'Airbus, mais de justesse. Désormais, toute tentative de rémotorisation nécessiterait des moteurs encore plus grands sur un avion qui n'était pas conçu pour les accueillir. Alors, pourquoi Boeing envisagerait-il même cela? La réponse est qu'une autre rémotorisation du 737 permettrait à Boeing d'éviter ce que son ancien président-directeur général Jim McNerney appelait un coup de lune. Boeing a développé le MAX plutôt qu'un nouvel avion, principalement en réaction à une importante commande d'American Airlines qui a surpris en choisissant l'Airbus A320 plutôt que le 737 en 2011. Cela s'est produit après qu'Airbus a annoncé sa décision de remotoriser la famille Airbus A320 et, à ce moment-là, Boeing avait essentiellement décidé de concevoir un tout nouvel avion à la place. Mais cette commande surprise de l'un des plus grands et des plus fidèles clients les a forcés à abandonner ces plans et à se recentrer rapidement sur le développement d'un autre 737. Pour être clair, cette explication n'est pas totalement erronée. Avant d'entendre parler de l'accord avec American Airlines, les ingénieurs de Boeing et une grande partie de la direction de l'entreprise étaient vraiment en faveur d'un tout nouvel avion qui emprunterait beaucoup de nouvelles technologies et caractéristiques de leur tout nouveau Boeing 787. En février 2011, plus de 4 mois avant ce contrat avec American Airlines, le président-directeur général de Boeing, McNerney, a dit aux analystes que nous allions faire un nouvel avion au lieu d'un 737 remotorisé, bien qu'il ait ensuite précisé que la décision finale à ce sujet n'avait pas vraiment encore été prise. Puis American Airlines a forcé la main de Boeing, sauf qu'il manque quelques détails vraiment importants dans cette explication. D'une part, comme l'explique en détail Scott Hamilton dans l'EAB News et dans son brillant livre Air Wars, il semble qu'Airbus ait poursuivi ce contrat avec American Airlines, spécifiquement pour forcer Boeing à remotoriser le 737NG. En 2010, lorsque Airbus a décidé de remotoriser ses A320S, la crise financière de 2008 venait de se produire quelques années auparavant, et c'était moins d'une décennie après le 11 septembre. Compte tenu de la situation financière de l'époque, Airbus n'était pas certain de pouvoir se permettre de développer un nouvel avion de ligne. Mais si Boeing décidait de lancer un tout nouvel avion, Airbus n'aurait d'autre choix que de faire de même. Airbus pensait qu'un Airbus A320neo serait beaucoup plus efficace qu'un 737 avec de nouveaux moteurs, ce qui s'est avéré ne pas être tout à fait vrai, mais il ne faisait aucun doute qu'un tout nouvel avion Boeing serait encore plus efficace, rendant le Airbus A320neo obsolète. Maintenant, Hamilton explique que cette stratégie était un pari pour Airbus car si Boeing n'avait pas mordu à l'hameçon et avait plutôt conçu un nouvel avion, alors il se serait retrouvé entre le marteau et l'enclume, littéralement. Mais c'est là que l'idée que la commande d'American Airlines a été le facteur décisif dans la prise de décision de Boeing commence à avoir un peu moins de sens. D'accord, perdre une commande de 200 avions d'un client fidèle de la compagnie aérienne était une grosse affaire, mais nous parlons de conception d'avions pour le cœur même du marché, avec des séries de production potentielles de plus de 10 000 jets.
Ce type d'avion rembourse leur investissement sur de nombreuses décennies, et non par une seule commande. Alors, cela vaudrait-il vraiment la peine de risquer une telle stratégie à long terme uniquement sur cela? Eh bien, c'est là que nous revenons à l'ancien président directeur général de Boeing, Jim McNerney, et son aversion pour les coups de lune. Comme vous l'avez probablement déjà deviné, un coup de lune est ce que McNerney appelait la conception d'un nouvel avion. La décision de 737 MAX est survenue peu après la mise en service difficile du 787, marquée par des retards et des dépassements de coûts. Le 787 était censé entrer en service plus rapidement et à moindre coût que le précédent gros porteur entièrement nouveau de Boeing, le 777, mais cela ne s'était pas produit et McNerney n'était pas d'humeur à répéter ce processus. La devise de McNerney pour Boeing à l'époque était plus pour moins, ce qui s'appliquait à sa vision envers les fournisseurs et les travailleurs, mais comme il s'avère, aussi envers le développement d'avions. Lors d'un appel aux investisseurs en 2014, il a dit que tous avaient trouvé la religion. Tous les 25 ans, un grand coup de lune, puis produire un 707 ou un 787. C'est la mauvaise façon de poursuivre cette affaire. Le monde du plus pour moins ne vous permettra pas de poursuivre les coups de lune. Maintenant, l'amère ironie de cette déclaration est que McNerney l'a faite quelques mois après le lancement du 777X, essentiellement comme sa façon de justifier ce projet. Et compte tenu des problèmes de ce projet, disons que cette déclaration n'a pas très bien vieilli. Et au fait, permettez-moi de faire une pause ici et d'exprimer mon mépris pour ce type de raisonnement dans une entreprise d'ingénierie de premier plan mondial. L'idée de simplement extraire la dernière goutte d'eau de chaque rocher, au lieu de regarder audacieusement vers l'avant et de résoudre de nouveaux problèmes, est presque toujours le début radin de la fin pour le leader de n'importe quelle industrie. Quand vous arrêtez d'innover et commencez à ne compter que sur la défense des anciennes victoires, vous commencez essentiellement à mourir, du moins à mon avis. Concernant le 737 MAX, il semble que la commande d'American Airlines soit arrivée à point nommé, ou mal à propos selon votre perspective, pour persuader le conseil d'administration de Boeing de se tourner vers un 737 doté d'un nouveau moteur. La façon dont cette décision a été prise a amené certains à supposer que Boeing a précipité le développement du MAX pour devancer Airbus. Cela était probablement dû au fait que lorsque Boeing a appris le contrat imminent d'Airbus, leur équipe de vente s'est précipitée pour élaborer les détails clés de ce nouvel avion, les termes et conditions du contrat en seulement un jour. Mais il est juste de dire que c'est probablement un peu trompeur. Lorsque tout cela se passait, Boeing étudiait et comparait les performances d'un 737 réaménagé par rapport à un nouvel avion depuis de nombreux mois et probablement des années. Et comme je l'ai dit plus tôt, les efforts de Boeing pour installer des moteurs plus gros sous les ailes du 737 n'ont pas commencé avec le MAX. Ils pensaient donc probablement qu'ils savaient ce qu'ils faisaient lorsque cette décision a été prise. Vous voyez, un autre détail super important dans le choix de Boeing était le fait que de nombreuses compagnies aériennes voulaient vraiment un 737 réaménagé plutôt qu'un tout nouvel avion. American Airlines, Southwest et bien d'autres étaient désireux d'obtenir une version plus récente et plus efficace de l'avion qu'ils connaissaient déjà. Mais il y avait un hic à cela. Ces compagnies aériennes ne voudraient vraiment d'un autre 737 que si Boeing pouvait promettre de rendre vraiment facile la transition de leurs pilotes vers celui-ci. Cela avait été un point clé pour Airbus et sa famille A320neo. Pour leurs pilotes, la nouvelle version volerait essentiellement exactement comme la 320 existant. Bien que les nouveaux moteurs aient apporté de nouvelles procédures, elles pouvaient être enseignées sans passer de temps dans un simulateur, ce qui était crucial. C'est ce que les compagnies aériennes voulaient entendre de Boeing. À l'exception des modèles initiaux 737-100, tous les 737 peuvent être pilotés avec la même qualification de type. Voilà ce que les compagnies aériennes ont aussi demandé pour le MAX. Même pour les variantes d'avions de la même qualification de type, une formation aux différences est souvent exigée, pouvant inclure une formation sur simulateur. Les compagnies aériennes souhaitaient vraiment éviter cela, si possible. En d'autres termes, ils voulaient que les pilotes formés pour voler sur le 737NG puissent passer directement au 737 MAX avec seulement une formation basée sur ordinateur ou formation basée sur ordinateur. Il s'agit d'une session de formation que les pilotes pourraient suivre à domicile sur un iPad. Si Boeing réussissait, les compagnies aériennes pourraient rapidement déployer leurs pilotes de 737 actuels sur cette nouvelle version de l'appareil.
Et ces pilotes pourraient alors passer d'une variante à l'autre de tous les nouveaux 737, ce qui est très important car il faudrait de nombreuses années à une compagnie aérienne avec des 737NG pour passer complètement à une flotte entièrement MAX. Airbus offrait déjà cela à ses clients, commandant des A320neos, mais l'A320 est un avion à commande de vol électrique, programmable pour imiter les caractéristiques de vol d'une autre variante en utilisant du code. C'est très pratique, car une autre exigence que les avions doivent satisfaire pour conserver la même classification de type est qu'ils partagent presque exactement les mêmes caractéristiques de maniabilité. Boeing a déjà dû gérer ce type de situation par le passé, étant donné que le 737 a considérablement évolué et grandi au cours des décennies. Mais dans le cas du MAX, c'est là que nous arrivons à la partie de cette histoire que beaucoup de gens pensent comprendre, mais que la plupart ne comprennent vraiment pas. Le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre ou système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre. Comme je l'ai déjà expliqué, les moteurs CFM LEAP-1 Bravo du 737 MAX sont plus gros que les précédents CFM 56 et cela signifie qu'ils ont dû être déplacés légèrement plus en avant et plus haut devant l'aile que les moteurs précédents. Mais contrairement à ce que vous avez peut-être entendu, la position du moteur du 737 MAX ne rend pas l'avion instable. En fait, à part certains jets militaires, tous les avions ont leur centre de gravité devant le centre de pression de l'aile, donc avoir plus de poids plus en avant rend en réalité l'avion plus stable, pas moins. Cependant, il est vrai que dans certaines conditions, comme lorsque l'avion était piloté à des angles d'attaque élevés, ces grandes nacelles de moteurs à fond plat ont effectivement commencé à produire une certaine quantité de portance. Et bien que cette portance n'était pas suffisante pour rendre l'avion instable, elle a légèrement modifié la sensation du contrôle de l'avion. Techniquement, cela a modifié le gradient de force sur le manche. L'avion volerait toujours correctement. Il ne serait pas plus enclin à des décrochages ou autres. Mais dans ces circonstances très spécifiques, lorsque l'avion était piloté manuellement à des angles d'attaque élevés et avec les volets relevés, son manche de commande se sentirait légèrement plus léger que le manche de commande d'un 737NG. Il fallait donc simplement régler cela. Mais que se passerait-il si quelque chose pouvait compenser un peu l'avant de l'avion dans ces circonstances? Pour compenser cette légèreté dans les commandes et faire en sorte que le 737 se comporte comme les autres modèles, des ajustements sont nécessaires. Boeing avait justement développé un autre avion nécessitant ce type de système. Il s'agissait du ravitailleur KC-46 à un avion de transport militaire Cargo 767. Maintenant, grâce à son utilisation à la fois comme ravitailleur et comme cargo, le KC-46 a été créé pour pouvoir voler avec un centre de gravité plus large qu'un 767 régulier et il nécessitait donc également ce système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre. Je vais bientôt publier une vidéo sur la chaîne Mounter Pilot où j'examinerai le côté technique et fonctionnel du système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre en détail. Mais un point clé à comprendre ici est qu'après que les ingénieurs de Boeing ont décidé d'inclure ce système dans le MAX, il était à l'origine censé être disponible uniquement à des vitesses plus élevées et avec une très petite entrée de compensation, trim, ce qui est également ce que les spécifications originales données à la Finite Element Analysis disaient. Cependant, le pilote d'essai de Boeing a vite réalisé que le système était aussi requis à des vitesses réduites, élargissant ainsi son champ d'application. Cela signifie que le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre a subi un certain nombre d'évolutions, alors que les ingénieurs et les pilotes d'essai de Boeing testaient la maniabilité de l'avion pendant le développement. Et cela signifie que bien que la FAA connaissait l'existence du système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre dans sa version originale, il ne savait pas ce qu'il est finalement devenu. Et ce qu'il est finalement devenu était assez perturbant. L'idée était que si l'avion était placé dans les conditions qui activeraient le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre, alors le système fonctionnerait une seule fois pour simuler cette force de manche dont j'ai parlé précédemment. Et il se réinitialiserait lorsque les pilotes compenseraient manuellement l'avion. Mais en pratique, le fait que le système se réinitialise signifiait également qu'il pourrait répéter son entrée encore et encore si les critères d'activation sous-jacents étaient toujours détectés. Et non seulement cela, mais dans des situations de faible vitesse, Boeing avait permis à chaque entrée de compensation du système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre d'être un stupéfiant 2,5 degrés, ce qui est une entrée très substantielle et plus que ce qu'un pilote compenserait en une fois dans la plupart des circonstances.
De plus, lors d'une évaluation des risques, le risque du système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre après une défaillance a d'abord été jugé majeur sur une échelle comprenant mineur, majeur, dangereux et catastrophique. Et comme majeur était dans la moitié inférieure de cette échelle, le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre a été jugé sûr pour faire partie du système de compensation de vitesse normale qui était déjà installé sur le 737. Et c'était un système qui ne dépendait à l'époque que d'un seul capteur d'angle d'attaque. Ainsi, ce qui s'est finalement passé avec la version du système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre qui a d'abord été mise en service, c'est qu'une activation erronée ne se contenterait pas de rabaisser le nez de l'avion encore et encore, mais chaque activation pourrait également être plus importante que la compensation opposée que les pilotes seraient à l'aise à entrer, conduisant à une compensation de plus en plus élevée du nez vers le bas. Et tout cela pourrait être déclenché par une seule défaillance dans un seul capteur. La façon dont le système était censé fonctionner, avec une petite activation unique, aurait représenté un risque similaire à celui d'un chaton dans une cage dans une pièce. Mais avec ces potentielles activations répétées et importantes, cela revenait à quelque chose de semblable à un tigre en liberté dans la pièce, comme mon ami Björn l'a décrit. Pour clarifier, Boeing croyait que ce système ne serait que rarement activé. Il ne s'activerait que lors d'un vol manuel avec les volets rentrés et à des angles d'attaque élevés, ce qui n'arrive presque jamais. Fonctionnellement, Boeing, en tant que système, ne jugeait pas cela vraiment important. Même si quelque chose tournait mal, ils pensaient que les pilotes reconnaîtraient rapidement le problème et réagiraient à temps pour le résoudre. En entrant d'abord l'opposé de l'ascenseur, puis en arrêtant le mouvement avec leur interrupteur de compensation, et enfin, si nécessaire, en désactivant le système avec les interrupteurs de coupure du stabilisateur. Cela faisait partie d'une liste de contrôle non normale d'un stabilisateur en dérive, utilisé en cas de mauvais fonctionnement de la compensation du stabilisateur. Mais pour réagir à temps, les pilotes auraient dû savoir que ce système existait. Et initialement, du moins, nous ne le savions pas car Boeing a omis les détails du système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre des manuels MAX. Maintenant, il y a beaucoup plus à ajouter au côté technique du système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre que je couvrirai à nouveau dans une prochaine vidéo de Mentor Pilote. Mais ce que je veux souligner ici, ce sont les processus et la prise de décision de Boeing. En d'autres termes, pourquoi Boeing a-t-il fait toutes ces choses? Pourquoi ont-ils créé un tel système? Et pourquoi l'ont-ils gardé secret pour les pilotes de l'avion? La FAA a été beaucoup critiquée pour avoir permis à Boeing de faire cela, et à juste titre. Mais pourquoi Boeing et ses employés ont-ils accepté cela en premier lieu? Eh bien, c'est là que nous revenons à la culture de Boeing. La motivation derrière ces décisions était clairement d'éviter toute formation sur simulateur pour les pilotes du 737 afin de voler sur le MAX. Mais la culture de l'entreprise à ce stade signifiait qu'il privilégiait le respect des délais et des engagements commerciaux comme l'absence de formation sur simulateur sur pratiquement tout le reste. Et une série d'emails entre les pilotes d'essai de Boeing et d'autres employés qui ont été publiés dans la foulée des accidents l'ont rendu clair pour tout le monde. Maintenant, initialement, beaucoup de gens ont attribué la responsabilité des accidents du MAX aux compagnies aériennes ainsi qu'à la formation des pilotes en Indonésie, en Éthiopie et ailleurs. Et même si certaines erreurs avaient certainement été commises par eux, comme je vais bientôt vous le montrer, faire une déclaration générale comme celle-ci n'était pas seulement injuste, c'était aussi trompeur. Lionair avait en fait été mal à l'aise à l'idée de laisser leurs pilotes voler sur le MAX sans formation sur simulateur. Donc en 2017, plus d'un an avant le premier crash du MAX, ils avaient demandé à Boeing une option pour le faire et les employés de Boeing ont trouvé cette demande alarmante. Ils se sont empressés de rejeter cette idée afin qu'elle ne crée pas un précédent pour les autres à suivre. Et en fait, quelques semaines plus tôt, le pilote technique en chef de Boeing avait indiqué dans un autre mémo interne que la société s'attendait à ce que les demandes de formation sur simulateur proviennent des régulateurs et non des compagnies aériennes. Il a déclaré que la société ne permettrait pas que cela se produise, qu'elle affronterait face à face tout régulateur qui tenterait d'en faire une exigence. Laissez cela vous imprégner un peu car ce dont nous parlons ici, c'est de la formation des pilotes. La formation pour piloter un avion de ligne avec passagers. Après le premier crash du MAX, de nombreuses compagnies aériennes ont contacté Boeing pour obtenir des informations sur le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre dont elles ignoraient jusqu'alors l'existence.
Parmi ces compagnies aériennes, il y avait Ethiopian, dont le pilote en chef a envoyé un courriel au pilote en chef de Boeing pour lui demander spécifiquement quoi faire lorsqu'il est confronté à plusieurs défaillances et comment les prioriser. Suite à la réception de ces questions techniques directes, des employés de Boeing ont discuté par email de la façon d'y répondre. Et essentiellement, leur approche ressemble à un effort pour répondre au pilote en chef de Ethiopian Airlines de la manière la plus vague possible, citant l'enquête en cours sur le premier crash. Sans surprise, Ethiopian Airlines allait être la prochaine compagnie aérienne à subir un crash dévastateur. Maintenant, selon le New York Times, Boeing avait une attitude très différente envers les pilotes des compagnies aériennes basées aux États-Unis, ce qui rendait les comparaisons entre les pilotes du monde entier encore moins significatives et ajoutait simplement au ressentiment envers Boeing. Les emails publiés sont remplis de commentaires insultants envers Boeing, envers la FAA et les compagnies aériennes, assez extrêmes, même en considérant qu'ils n'étaient jamais destinés à être publiés. Mais plus important encore, ces emails révèlent à quel point les propres employés de Boeing avaient peu confiance dans la manière dont l'entreprise fonctionnait. Peut-être la phrase la plus célèbre était que le dernier 737 a été conçu par des clowns qui, à leur tour, sont supervisés par des singes. Mais il est assez clair que beaucoup de travailleurs de Boeing comprenaient où se trouvait la base du problème. Quelqu'un d'autre avait écrit « Je ne sais pas comment réparer ces choses ». C'est un problème systémique et culturel. C'est le fait que nous avons une équipe de direction senior qui comprend très peu de choses sur l'entreprise et pourtant, elle nous pousse vers certains objectifs. Quoi qu'il en soit, descendre dans le terrier de toutes les décisions de Boeing qui ont conduit à la conception du système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre et tout ce qui l'entoure est quelque chose que la FAA et d'autres régulateurs essaient de faire depuis plus de 5 ans. Parce que nous devons savoir que cela ne peut pas se reproduire. Mais il est tout aussi important de comprendre que Boeing a corrigé le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre. Il est maintenant connecté à 2 sondes d'angle d'attaque, donc nous désactiverons le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre s'ils estiment qu'ils ne sont pas d'accord. Et le système ne peut désormais s'activer qu'une seule fois par vol, jamais plus. Il est donc vraiment maintenant ce chaton en cage dont nous avons parlé auparavant et qu'il était toujours censé être. En plus de cela, les pilotes de 737 suivent aujourd'hui une formation sur simulateur pour apprendre à piloter le MAX et à gérer les problèmes qu'ils pourraient rencontrer, y compris une formation plus détaillée sur le système de compensation de vitesse, comment l'avion réagira et se comportera avec et sans système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre et comment gérer toute anomalie. J'ai moi-même piloté le MAX et j'aime vraiment cet avion. Il se manie magnifiquement et est simplement beaucoup plus efficace que le NG. Mais le démarrage des moteurs prend une éternité, mais c'est un autre sujet. Bienvenue sur Mentor, un autre podcast vidéo. Mais ces désastres ont également été la raison pour laquelle l'industrie a réagi si fortement en janvier 2024 lorsque l'explosion de la porte d'étanchéité s'est produite sur un MAX-9 de Alaska Airlines, car cela a montré que Boeing avait encore des problèmes potentiels à résoudre dans leur culture. C'est pourquoi ils ont subi tant de changements de direction depuis lors. Et je ne serais pas surpris si nous continuons à voir des changements dans l'entreprise pendant encore un certain temps. Maintenant, avez-vous d'autres questions sur le MAX et aimeriez-vous que je vous explique autre chose? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. J'espère avoir mérité un abonnement de votre part et envisager de rejoindre mon équipe Patreon si vous souhaitez soutenir ce que nous faisons ici ou consulter mon sponsor ci-dessous. Passez une journée fantastique où que vous soyez. À la prochaine. Au revoir.